Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur le lien pour regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un truc qui m'a été un petit peu demandé ces derniers temps. C'est-à-dire que je vais vous parler de mon vrai métier, qui n'est pas de faire des vidéos en vrai, mais d'être une architecte d'intérieur. Alors juste comme d'habitude, parce que je suis un peu paranoïaque, je vais faire un petit disclaimer au début, je vais vous parler de mon parcours à moi, qui n'est pas forcément celui des autres, mais qui peut vous donner une petite idée de comment on devient architecte d'intérieur et de ce en quoi ça consiste réellement. Alors du coup, il s'agit de mon expérience personnelle, c'est pas forcément universel, ça ne conviendra pas forcément à tout le monde. Il se trouve que moi, globalement, ça m'a plutôt bien convenu, mais il n'est pas du tout obligatoire de passer par les mêmes étapes que moi pour faire ce métier-là. Par exemple, il se trouve que moi, je suis passée par une école qui m'a permis d'apprendre le métier, mais sachant que le métier d'architecte d'intérieur n'est pas réglementé, il est tout à fait possible de devenir architecte d'intérieur par l'expérience professionnelle. C'est pas ce qui m'est arrivé, mais ça peut très bien fonctionner. À vous de voir ce qui vous conviendra le mieux. Alors juste avant que je commence vraiment, j'ai pris le parti de ne pas du tout parler de mes employeurs ou bien de mes clients. C'est quelque chose qui est important à mes yeux parce que j'estime que mes employeurs n'ont pas demandé à ce que je les cite ou bien à ce que je parle d'eux, en bien ou en mal. De même pour mes clients, je ne fais pas de la télé-réalité, donc je ne montrerai pas de projets sur lesquels je travaille et je ne parlerai pas de mes employeurs, mais c'est totalement volontaire de ma part. C'est juste une question de correction vis-à-vis de personnes qui n'ont pas demandé à être évoquées sur internet et aussi de responsabilité professionnelle. Enfin, ma vie professionnelle, c'est ma vie professionnelle et ma vie sur YouTube, c'est une autre partie de ma vie. Et même si je vous parle de ma vie professionnelle, j'ai pas envie que les deux se télescopent pour le moment. Alors tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de mon parcours, ce qui m'a mené à là où je suis aujourd'hui dans ma carrière. Tout a comme souvent commencé pendant mes études. J'ai un bac littéraire, donc un bac général avec une option art plastique que j'ai eu il y a 12 ans maintenant, en 2005 je crois, quelque chose comme ça. Et après je suis rentrée dans une école d'arts appliqués qui est donc l'ENSAMA Olivier de Serres, où j'ai fait toutes mes études. J'y suis rentrée pour une année de mise à niveau, donc c'est une année prépa finalement, dans laquelle on fait plein de choses différentes et ça permet par la suite de se diriger vers le BTS qui nous convient mieux. J'ai donc ensuite fait un BTS EVEC, donc c'est un BTS expression visuelle, option espace de communication. Donc finalement c'est quelque chose qui est très lié au marketing et à la communication, mais en volume, où j'ai fait du stand, du packaging, de la PLV. On sentait déjà à l'époque que j'avais un double intérêt pour à la fois la communication et le marketing, mais aussi pour le travail de l'espace. Le packaging, ça n'a jamais été mon truc en réalité. Et une fois que j'ai obtenu ce BTS, j'ai continué à Olivier de Serres avec un DSA en architecture intérieure et environnement, qui est donc un diplôme en 2 ans, qu'on peut aujourd'hui faire en 3 ans pour avoir un équivalent master. Mais moi, je me suis arrêtée au bac plus 4, donc j'ai eu un bac plus 4 en 5 ans. Et après ça, j'ai fait un petit peu d'intérim dans ma branche, et ensuite j'ai commencé à trouver un emploi au sein d'une enseigne commerciale qui faisait du prêt-à-porter, où je travaillais dans une équipe qui rénovait et créait de nouvelles boutiques pour cette marque de prêt-à-porter chez qui je travaillais. Donc comme je vous le disais, finalement j'ai toujours eu cette double casquette, à la fois de l'architecture, donc du travail du volume et de l'espace, et d'un goût pour la communication et le marketing. Et c'est pour ça que j'ai orienté ma carrière vers l'architecture commerciale, ou le retail, comme on dit, qui me permet de travailler à ces deux niveaux-là. Car finalement, l'architecture commerciale, c'est le travail du marketing à l'échelle de la boutique. Et donc aujourd'hui, j'ai quitté l'entreprise de prêt-à-porter chez qui je travaillais. J'ai travaillé un petit peu en freelance, ça m'a pas franchement convenu. Et donc du coup, j'ai rejoint une nouvelle enseigne qui vend d'autres choses que du vêtement cette fois. Donc c'est un travail qui est à la fois très proche, parce que finalement les contraintes sont un peu les mêmes, mais extrêmement différent parce qu'on travaille pas du tout à une même échelle et c'est super intéressant pour moi. Et je suis contente de retravailler à nouveau avec des gens parce que je commençais à parler à mes plantes, à travailler toute seule. Le freelance, c'était vraiment pas fait pour moi finalement. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais au juste? Donc comme je vous le disais, je suis architecte d'intérieur retail. Cela veut dire que je ne travaille pas chez des particuliers, je ne vais pas refaire des maisons ou des appartements, je vais refaire des commerces.
Parce que oui, les commerces aussi ont besoin d'être rénovés, d'être créés bien sûr, et c'est d'autant plus important de faire appel à un architecte qu'il y a tout un tas de contraintes supplémentaires par rapport à un travail chez un particulier. Donc comme je le disais, c'est hyper logique finalement au vu de ma formation parce que j'ai d'un côté une composante marketing qui est importante lorsqu'on fait du commerce et qu'on travaille pour une marque et où donc on doit prendre en compte l'image de cette marque dans la création de l'espace de la boutique. Et en plus, je trouve ça hyper intéressant parce que ça me permet de ne pas travailler avec ma propre sensibilité, mes propres goûts, bien même les goûts de mon client. Cela m'oblige à travailler pour le bien et l'image d'une marque, donc il y a quelque chose de beaucoup plus conceptuel finalement. On doit respecter l'image d'une marque, donc il s'agit de comprendre l'image de cette marque et de la transposer dans un espace qui soit à la fois pratique pour les gens qui vont travailler dans cet espace, parce qu'il y a des gens qui vont travailler dedans, qui vont donc avoir des besoins spécifiques, mais aussi qui va être intéressant pour les gens qui vont venir acheter quelque chose, que ce soit visuellement ou bien au niveau du déplacement dans l'espace. Il faut donc prévoir tout ça et en plus il y a toute une couche de normes qui sont très spécifiques qu'on appelle les normes ERP, établissement recevant du public, qui rajoutent une couche de complexité à l'ensemble et qui donc crée un projet qui est finalement beaucoup plus complexe, je trouve, que lorsqu'on fait du particulier. Après bien sûr, lorsqu'on travaille pour un particulier, il y a tout un tas d'autres problèmes qui se posent, qui ne sont pas du tout les mêmes. À mes yeux, c'est vraiment complètement un travail différent. Et honnêtement, je suis pas sûre qu'aujourd'hui je serais encore capable de travailler pour un particulier, étant donné que je suis vraiment très spécialisée dans le retail. Concrètement, comment se passe mon travail? Il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'il y a une phase de conception bien sûr. Je vais travailler sur les plans soit d'une boutique existante, soit d'une nouvelle boutique pour pouvoir créer l'espace qui va être l'espace de la nouvelle boutique ou bien rénover l'espace. Donc il s'agit par exemple de créer des cloisons, d'en faire tomber d'autres, de modifier des systèmes de climatisation ou bien de créer des meubles, d'implanter des meubles, de choisir des couleurs de papier peint ou bien des couleurs de peinture, mais aussi de prévoir des circulations, de prévoir des sanitaires handicapés si c'est nécessaire, de respecter les normes d'accessibilité aux handicapés qui sont très importantes et qui sont aujourd'hui obligatoires, ce qui est une très bonne chose à mes yeux. Enfin, la loi est passée et on a l'obligation de rendre accessible aux handicapés tous les commerces dans lesquels on fait des travaux. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et sur lequel je suis relativement intransigeante dans mon travail. C'est pas forcément évident de faire passer à des personnes qui ont uniquement des objectifs marketing ou bien des objectifs commerciaux, de leur faire passer l'importance des normes PMR, c'est pas forcément évident, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc il y a la conception du projet, comme je vous le disais, donc je travaille généralement sur AutoCAD ou bien TurboCAD. Ensuite, parfois la création d'une 3D de la boutique si je dois vendre le projet à quelqu'un. Et ensuite, une phase administrative de demande de dossier en mairie pour demander l'autorisation de travaux. Le suivi de chantier avec la gestion de tous les prestataires, de l'achat des matériaux nécessaires, des papiers peints, des meubles, etc. Le suivi du budget des travaux, me rendre sur place régulièrement si nécessaire, travailler à l'ouverture pour l'implantation du mobilier, des petites choses de décoration finale, etc. Et parfois, plus rarement il faut le reconnaître, parce qu'étant donné qu'on travaille, enfin que moi en tout cas, j'ai toujours travaillé au sein de marques où il y avait un concept déjà existant, mais parfois, lorsque la marque ressent un besoin de renouveau, il peut aussi être envisagé de recréer un concept et de donc travailler avec des équipes merchandising, commerciales, etc. pour créer une nouvelle image de marque et appliquer cette nouvelle image à un nouveau concept de boutique. Ce qui fait que parfois j'ai pu dessiner des meubles, choisir des matériaux, réfléchir à des différents concepts d'éclairage, à des circulations, des choses comme ça. Mais honnêtement, la partie création de concept, c'est quelque chose qui, lorsqu'on est placé en enseigne, est quand même beaucoup plus rare. Maintenant que je vous ai un petit peu expliqué ce que je faisais au quotidien, j'ai eu envie de vous faire une partie où je vais vous parler un petit peu des avantages du fait de travailler dans le retail spécifiquement, mais aussi des inconvénients, parce qu'il y en a aussi, aucun emploi n'est parfait. Je regarde mes notes, hein. J'ai l'impression que globalement, mes inconvénients et les avantages s'équilibrent à peu près et que finalement c'est une question d'envie et de goût. Moi c'est vrai que j'aime vraiment bien travailler dans le retail, je m'imagine assez mal travailler pour des particuliers.
Alors je vais commencer par les choses qui sont pas terribles dans le boulot d'architecte d'intérieur retail. Alors d'une part, c'est vrai que lorsqu'on sort de l'école, on s'imagine forcément que l'on veut un boulot hyper créatif, où on va uniquement créer des choses et un peu oublier toutes les contraintes techniques, etc. Et c'est vrai que finalement, être architecte retail, c'est un peu moins de la création abstraite et quelque chose de très concret. Il s'agit plus de résolution de problèmes au quotidien pendant les chantiers que de faire beaucoup de création. Mais en même temps, je trouve que s'adapter à différents espaces, c'est déjà une forme de créativité. Et j'avoue que l'excitation d'être placé devant un problème et de devoir trouver des solutions est hyper intéressante et hyper dynamique et motivante pour moi. Donc je comprends que ça puisse être un argument en défaveur du retail, mais moi personnellement c'est quelque chose qui ne me gêne pas parce que j'aime ce mix entre quelque chose d'un peu créatif et quelque chose de plus résolution de problèmes techniques. Je trouve ça hyper intéressant. Alors d'une autre part, c'est vrai qu'un budget pour une boutique est plus compliqué à gérer dans le sens où il y a tout un tas d'organes techniques à prévoir, comme une climatisation, un réseau de sprinklage, des RIA, des extincteurs, des machins comme ça, qu'on n'a pas à prévoir pour du particulier, ou rarement. Et du coup, c'est vrai que ça ampute une grosse partie du budget et ça oblige à être un peu plus débrouillard sur le reste du budget. On ne peut pas forcément se permettre d'utiliser des matériaux aussi extraordinaires que ce qu'on voudrait. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'au niveau matériaux, il faut prévoir qu'un espace commercial va subir beaucoup plus d'outrage qu'un espace de vie. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus de monde qui va passer, donc il faut des matériaux beaucoup plus solides, et donc on a un petit peu moins de liberté là-dedans. L'autre problème lorsqu'on est en retail, c'est que c'est beaucoup plus compliqué d'être freelance. D'une part parce que souvent les marques ont un bureau d'études en interne. Quand elles n'ont pas de bureau d'études en interne, elles font appel à des grosses entreprises qui vont à la fois gérer la création des boutiques et aussi les travaux. On appelle ça des contracteurs généraux. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué de faire sa place quand on est en freelance et qu'on fait du commercial. Après, ça se trouve toujours, mais il faut quand même avoir un très bon réseau pour pouvoir réussir à travailler en tant qu'architecte d'intérieurs commerciaux en freelance. Alors l'autre point qui m'a plutôt posé problème, c'est qu'au final, lorsque l'on ne crée pas un nouveau concept, être architecte au sein d'une marque finit par devenir répétitif. Dans le sens où il doit y avoir une cohérence entre toutes les boutiques que l'on réalise. Elles doivent être toutes dans le même esprit, bien sûr, elles doivent suivre le même concept. Et du coup, au bout d'un moment, on finit par avoir un peu l'impression de faire toujours la même boutique. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je suis contente parce que j'ai un nouvel emploi dans une nouvelle enseigne qui me pose plein de nouveaux problèmes et du coup j'apprends plein de choses. Mais c'est vrai que je m'imagine mal rester, je sais pas, 20 ans au sein de la même enseigne parce que j'aurais trop peur de finir par m'ennuyer. C'est ce qui m'est arrivé un peu dans mon job précédent. À force de faire des boutiques d'une marque précise, je finissais par savoir faire, je n'apprenais plus grand chose et je tournais un peu en rond et j'avais besoin de changement. Donc ça c'est un peu un problème. Lorsqu'on est posté en agence, il y a moins ce souci-là parce qu'on va travailler pour des marques différentes finalement. L'autre point qui est un peu négatif, même si moi c'est pas quelque chose qui me dérange parce que c'est des choses que j'aime bien gérer dans ma personnalité, la partie administrative et normative du fait de créer des ERP, donc des établissements recevant du public, est beaucoup plus lourde que lorsqu'on travaille pour du particulier. C'est-à-dire que pour pouvoir créer une boutique, on a 2 à 3 dossiers à envoyer en mairie, en centre commerciaux, etc. minimum par chantier. C'est assez pesant, c'est des gros dossiers à créer. Et ça prend du temps et c'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus fun à faire de la Terre. Et l'autre problème c'est aussi que, comme je vous le disais, il y a tout un tas de normes à respecter qui restreignent un petit peu le travail de l'espace. Mais en même temps, de la contrainte et la créativité, et moi c'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça parce que je trouve que ça rajoute un peu un challenge à la création de l'espace. Désolée pour le petit changement de cadre, j'ai collé un coup de pied dans mon trépied. Très intelligent, je suis vraiment une youtubeuse en carton parfois. Du coup, je vais profiter de cette petite interruption pour maintenant commencer à vous parler un petit peu des points positifs de mon métier d'architecte retail, parce que oui, il y en a tout un tas, et d'ailleurs, moi j'adore ce que je fais, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. L'un des points que je trouve super intéressant et qui est totalement en cohérence avec mon parcours scolaire finalement, c'est le fait que être architecte retail, c'est un travail qui est à la fois marketing et communication et aussi travail de l'espace. Et je trouve ça hyper riche.
dans le sens où c'est pas ma propre sensibilité et mes propres goûts qui vont s'exprimer à travers mon travail, mais je vais me projeter vers une cible potentielle, qui est donc la cible de la marque, les personnes qui sont potentiellement susceptibles d'acheter les produits que l'on veut vendre, et c'est à cette cible que je dois plaire. Je m'éloigne donc de ma propre individualité pour me projeter vers celle de quelqu'un d'autre et vers les goûts de quelqu'un d'autre. Mon travail n'est donc pas soumis à mes goûts, ni au goût de mon client, mais mon travail n'est donc pas soumis à mes goûts, ni à ceux de mon client, mais à un travail d'étude marketing qui va permettre de créer des tendances vers lesquelles on doit se projeter. L'objectif, c'est de créer un espace qui va évoquer les référents visuels et spatiaux de la cible vers laquelle on veut tendre. Du coup, on pourrait dire que c'est un peu moins perso, mais moi je trouve que c'est un exercice mental qui est beaucoup plus intéressant, car il s'agit de se mettre à la place de quelqu'un, et je trouve ça assez rigolo, de se demander qu'est-ce que telle personne qui va être potentiellement susceptible d'acheter tel produit préférerait voir et préférerait ressentir dans l'espace. D'autre part, le fait de créer une boutique, ce n'est pas créer un espace à vivre, c'est créer un parcours. Je trouve qu'il y a un côté expérience sensorielle qui est hyper intéressant. Ça se rapproche un petit peu de la scénographie finalement. On réfléchit à la manière dont les gens vont se comporter dans un espace, comme par exemple, on sait que les gens, naturellement, ont tendance à se diriger vers la gauche lorsqu'ils rentrent dans une boutique, ou bien vers la droite lorsqu'ils rentrent dans une boutique, s'il y a tel élément qui va interrompre leur parcours. Et on joue avec ça pour emmener le potentiel client là où on souhaite l'emmener et lui faire voir tous les produits qu'on a à lui montrer. Je trouve ça assez sympa d'être proche de la scénographie aussi. Et d'ailleurs, étant donné que ce n'est pas un espace à vivre, mais un espace à expérimenter, on peut se permettre aussi d'avoir des choses un petit peu plus originales. Là où par exemple certaines couleurs ne seraient pas forcément les bienvenues dans une pièce à vivre, on peut très bien se lâcher complètement dans un espace commercial, étant donné que ce n'est pas un endroit où les gens vont passer 8 heures à la suite. Bon, ça bien évidemment les gens qui travaillent dedans, mais pour être sincère, même si on prend en compte les besoins au niveau travail des gens qui vont travailler dedans, comme par exemple l'ergonomie des meubles caisses, des choses comme ça, leur goût personnel n'est pas forcément pris en ligne de compte. L'autre chose que j'adore dans le retail, c'est le rythme saisonnier et le rythme un peu plus effréné, dans le sens où lorsqu'on loue un espace commercial, c'est un gros budget et donc l'objectif c'est d'avoir un chantier qui dure le moins de temps possible, quitte à avoir des doubles équipes, etc. pour éviter d'avoir une longue période où on va payer le loyer sans que la boutique ne soit exploitée, donc elle ne rapporte pas d'argent. Donc on va essayer de réduire le temps de travail et donc le temps de chantier au maximum, le temps de fermeture au maximum, quitte à même faire certaines rénovations de nuit alors que la boutique est encore ouverte. C'est toujours tout un tas de challenges au niveau logistique que je trouve assez complexe, mais en même temps hyper stimulant à essayer de résoudre. Il y a tout un tas de problèmes techniques qui se posent et le fait de résoudre des problèmes, moi c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. J'aime me retrouver devant un souci, devoir réfléchir à trouver une solution, faire preuve de créativité, de débrouillardise pour essayer de trouver une solution qui va régler tous les problèmes que l'on peut avoir tout en étant dans un budget raisonnable bien sûr. Le côté sympa du retail aussi, c'est que mine de rien, j'ai l'impression quand même qu'il y a plus de boulot dans le retail que dans le particulier. Il est plus facile souvent de trouver un boulot en enseigne que de trouver un boulot en agence, je trouve. Après, ça fait partie de mon expérience aussi, et peut-être que pour quelqu'un qui n'a pas du tout le même profil que moi, ce sera complètement différent. Et peut-être que quelqu'un qui a un autre profil que le mien aura plus de difficultés à trouver dans le retail, mais j'ai quand même l'impression, et il se trouve que je regardais des offres d'emploi il n'y a pas si longtemps que ça, vu que je cherchais un nouvel emploi, j'ai quand même l'impression qu'il y a plus d'offres en retail que pas en retail en fait. En conclusion, j'ai conscience que le fait d'être architecte d'intérieur retail, c'est quelque chose qui ne parlera pas à tout le monde, c'est pas quelque chose qui fera rêver tout le monde, et que c'est pas forcément ce que l'on imagine lorsque l'on entend parler d'un architecte d'intérieur. On imagine plutôt des gens comme ce qu'on voit à la télé qui vont refaire des appartements, etc. Mais moi personnellement, c'est quelque chose qui convient vraiment à ma personnalité, à mon tempérament, à mes intérêts. C'est quelque chose dans lequel je trouve vraiment un intérêt créatif, qui n'est pas forcément le plus traditionnel de l'architecture d'intérieur, mais ça me convient vraiment à moi. Après, rien ne dit que ça vous conviendra vraiment à vous. D'ailleurs, rien ne dit que vous vouliez devenir architecte d'intérieur ou de rien.
libre à vous de faire ce que vous avez envie ou ce que vous pensez qui vous conviendra le mieux dans votre carrière. Moi en tout cas, je suis vraiment contente et je pense que je vais continuer dans cette voie-là encore quelques années. Si vous avez des questions sur ce sujet-là ou sur un autre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous. J'essaye de répondre à tout le monde, ça me fait toujours très plaisir d'avoir des petits mots et de répondre, ça me touche vraiment. D'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont abonnés aujourd'hui, hier et les jours précédents, les plus anciens et les plus récents. On a dépassé les 1000 abonnés, ce qui est un peu fou. Merci beaucoup, ça me fait hyper plaisir, mais c'est un peu fou, ça commence à faire beaucoup de monde. J'ai pas la pression, mais un peu quand même. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, c'est un très bon indicateur pour moi pour savoir que la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur ces mêmes réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!